très heureux de vous savoir nombreux à suivre cette grande édition du journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. À 2 jours de la canonisation de la première sainte argentine de l'histoire dans la basilique Saint-Pierre, le pape François a reçu 300 pèlerins de son pays natal vendredi 9 février en salle Clémentine du palais apostolique. François a érigé la bienheureuse en modèle de charité, de confiance et d'abandon à Dieu. Suivez. Saluons les évêques, prêtres, religieux et fidèles argentins venus témoigner de leur dévotion à la bienheureuse Maria Antonia de San José de Paz y Figueroa. L'évêque de Rome a érigé dans son discours la Vierge consacrée surnommée Mama Antula en exemple de charité. Son service aux plus démunis s'impose avec force au sein d'une société qui risque d'oublier que l'individualisme est radical et le virus le plus difficile à vaincre. Il nous trompe. Il nous fait croire que tout consiste à donner libre cours aux ambitions personnelles. Fratelli Tutti, numéro 105. Souhaitons que la figure de cette bienheureuse ravive l'option pour les derniers, pour ceux que la société rejette et met de côté. François a loué la confiance et l'abandon qui requièrent le chemin de la sainteté, rappelant l'arrivée de Maria Antonia déchaussée et munie d'un seul crucifix dans Buenos Aires. Cette prémisse à la base de la spiritualité ignatienne dont la bienheureuse Mama Antula s'est nourrie, l'a toujours animée dans toutes ses œuvres, à tel point que l'une de ses principales préoccupations, lorsque la compagnie de Jésus a été supprimée, a été de transmettre elle-même les exercices spirituels en essayant d'aider tout le monde à découvrir la beauté de suivre les Christ. Cela n'a pas été facile, a reconnu le pape François, car à cause de la version qu'elle avait suscitée chez les jésuites, ceux-ci en sont venus à lui interdire de faire les exercices si bien qu'elle les a continués dans la clandestinité. Cette dimension de la clandestinité, nous ne pouvons pas l'oublier, est très importante, a assuré le pape François. Toujours à l'église, Monseigneur José Moko, évêque du diocèse du Diofa, a célébré ce vendredi 9 février 2024 la messe du sacrement de confirmation de 77 chrétiens fidèles de la sous-paroisse des Ndomaï Kachocho du doyenné des Banga Baneux dans le territoire d'Ilebo. Guigui Zawadi nous en parle. Ce vendredi 9 février 2024, à la sous-paroisse d'Endomaï, Kachocho, du doyenné des Bangabaneux, Monseigneur José Moko a confirmé 77 chrétiens, messe célébrée en présence de membres du comité du secteur de Bassongo, territoire d'Ilebo, des autorités scolaires, des notables du village, des fidèles de cette contrée qui ont vu pour la première fois leur évêque. Dans son adresse, le prélat catholique est revenu sur l'importance de la confirmation. Selon lui, lorsque vous recevez ces sacrements, vous devenez d'office utile dans l'Église, capable de diriger un mouvement catholique. Sacramento ya kotisa bakula kayango kakambala moko. Lokola baptême bakula mpe kakambala moko. On devient chrétien une fois pour toutes. Parce que l'acte du baptême, c'est en fait le fait de mourir avec le Christ. Baptême et outina grec baptisein, ça veut dire immerger dans la mort de Jésus pour ressusciter avec lui. Le baptême ne se donne qu'une seule fois et doit être respecté. Soko yo kiko kula lisusu baptême mususu likolo ya baptême yo zwaki c'est que yo comprendre te pasteur peut akulisi yo peut à comprendre l'autre côté. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne comprennent rien parce qu'ils n'ont pas étudié. Pour que je devienne prêtre, j'ai dû mettre 10 ans
Il faut des années pour devenir pasteur. Il faut des années pour devenir prêtre. Bien avant la messe, Monseigneur José Moko a été accueilli par des danses de ballet, des bachilélés à travers les masques, entouré de mamans et de villageois. D'une part, nous signalons que la mauvaise état de la route n'a pas permis à l'homme de Dieu de bien atteindre la sous-paroisse. À certains endroits, il fallait franchir quelques distances à pied. Tout à fait autre chose en sport. La République démocratique du Congo croise les bottines ce soir avec la République sud-africaine pour disputer la 3e place de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. À la veille du match, la Confédération africaine du football CAF change plutôt d'arbitre. La République démocratique du Congo également sanctionne la CAF pour les traitements dégradants infligés aux supporters congolais lors du match contre la Côte d'Ivoire. Décision prise par les conseils de ministres dès ce vendredi, présidé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'équipe nationale de la République démocratique du Congo est désormais interdite de participer à toute campagne de solidarité initiée par la Confédération africaine de football. La décision est prise pour réagir à l'attitude que le gouvernement congolais juge outrageante, celle d'interdire aux supporters congolais d'accéder au stade lors du match des demi-finales avec la Côte d'Ivoire, avec le support dénonçant l'agression et les tueries massives dont la RDC est victime de la part du Rwanda. Notre équipe nationale ne s'associera plus jusqu'à nouvel ordre à une quelconque activité ou initiative de solidarité portée par la CAF. Le président a exprimé sa totale désapprobation au regard du mauvais traitement réservé à nos supporters qui ont fait les déplacements d'Abidjan pour assister à la demi-finale contre la Côte d'Ivoire dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, notamment la diminution d'espace leur réservé dans les tribunes, l'interdiction d'accès des calicots et aux différents supports des dénonciations à l'agression rwandaise dont la RDC est victime, a rapporté le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Selon les porte-parole du gouvernement congolais, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, dans le même ordre d'idées, ouvert un débat sur le déroulé du match entre la RDC et la Côte d'Ivoire, ainsi que la couverture par certains médias. Cependant, le Conseil des ministres a adressé une sévère mise en garde, particulièrement à France 24, ainsi qu'à d'autres médias pour la diffusion de certaines informations durant cette compétition qui ont été cornées, l'image de la République démocratique du Congo. Dans le même chapitre, l'arbitre marocain Redouane Jiyed ne sera plus à la commande pour officier les matchs de la 3e journée qui va opposer les Léopards de la République démocratique du Congo contre les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud ce samedi 10 février. Ce dernier sera remplacé par Mamlak Tessema de l'Éthiopie. Cette décision de la Confédération africaine de football est intervenue à seulement quelques heures de ce match après plusieurs contestations de la part des Congolais. Cette rencontre de grande envergure des classements pour la médaille de bronze se jouera au stade Félix Houphouët-Boigny, surnommé les Félicia d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Pour rappel, les Léopards congolais ont été éliminés mercredi dernier par les éléphants de la Côte d'Ivoire lors d'une rencontre de demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, Côte d'Ivoire 2023. Intensification des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Jean-Pierre Bemba Gombo et Christian Chiwewe, respectivement vice-premier ministre, ministre de la Défense et Sécurité, ainsi que chef d'état-major général des FARDC, séjournent depuis ce vendredi 9 février à Goma pour s'enquérir de la situation. Images et commentaires. Jean-Pierre Bemba Gombo et Christian Chiwewe, respectivement vice-premier ministre, ministre de la Défense et Sécurité,
et chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo sont arrivés ce vendredi 9 février à 9h à Goma, dans la province du Nord Kivu, pendant qu'ils s'observent une intensification des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et les rebelles du 1-23 sur plusieurs axes. Les deux personnalités vont s'enquérir sur place de la situation qui prévaut dans cette partie du pays. Venu accompagné de Kinshasa avec le chef d'état-major général et sa délégation, à la demande du chef de l'État, le commandant suprême, pour pouvoir d'abord s'enquérir de la situation, mais également apporter un réconfort à toute cette population, à Saké qui a vu ici les affres de la guerre violente provoquée par l'ennemi que vous connaissez, que nous a imposé la guerre, c'est le Rwanda, là-dessus. C'est un message de réconfort, de soutien, également à nos forces armées, à nos amis des forces qui sont ici présentes, la SADC, les compagnies privées qui sont ici, nos frères Wazalendo qui se battent également, que nous félicitons pour la défense de notre territoire. Ça nous a permis également de voir les blessés de guerre, de soutenir également les familles qui sont endeuillées, plus de 12 familles qui sont aujourd'hui endeuillées au niveau de Goma. Au nom du président de la République, on leur a remis le soutien également qu'il a envoyé, afin de pouvoir quelque peu les consoler et permettre qu'on puisse enterrer dignement ces victimes de la barbarie d'un État qui s'appelle le Rwanda. En tout cas, je peux vous dire que tout est mis en œuvre pour que ça ne tombe pas. Tout est mis en œuvre dans ce sens. La population, qu'elle puisse être sereine, le chef de l'État ne dort pas, le commandant suprême ne dort pas, il, jour et nuit, il suit la situation ici. Et comme je vous le dis, tout est mis en œuvre au niveau de nos forces armées pour pouvoir en faire en sorte que soit Saké, soit Goma, et que ça soit protégé. Et que tous les territoires qui appartiennent à la RDC, Rutshuru, Masisi, puissent être libérés du joug, je veux dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui nommément le Rwanda qui nous attaque. Rappelons que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé au cours de la semaine la réunion du Conseil supérieur de la défense, toujours dans l'optique de resplendir du calme et imposer la paix sur l'ensemble du territoire national. Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo après les USA, la Belgique vient de demander au Rwanda de cesser tout soutien au M23. Elle annonce qu'elle va utiliser sa présidence européenne pour justement faire avancer le processus de paix en République démocratique du Congo. La Belgique exprime une forte préoccupation face à la nouvelle recrudescence des violences au Nord Kivu, en République démocratique du Congo, soulignant que cette violence aggrave une situation déjà difficile pour les populations civiles dans l'est du pays. En raison des exactions de nombreux groupes armés. Adja Al-Bebi, ministre belge des Affaires étrangères, a déclaré qu'il faut que cette violence cesse. De plus, la Belgique condamne fermement toute attaque dirigée contre la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO. Dans ses propositions pour faire face à cette situation, la Belgique appelle à l'arrêt immédiat des violences et exhorte les Rwandais à cesser tout soutien au groupe armé M23. Elle reconnaît l'importance des annonces faites par les autorités congolaises concernant la collaboration des forces armées congolaises avec le groupe armé FDLR, tout en soulignant la nécessité que cette collaboration cesse sur le terrain. De plus, la Belgique met l'accent sur la réforme du secteur de sécurité comme une composition essentielle de la solution à long terme et s'engage à continuer à accompagner la RDC dans ce travail. La Belgique insiste sur le fait que la solution à tout conflit, quel qu'il soit, ne peut être purement militaire. Elle appelle donc à relancer les efforts diplomatiques dans le cadre des processus régionaux, soutenant les initiatives des États-Unis. De plus, elle souligne l'importance d'identifier et de traiter les causes profondes du conflit pour permettre à la population de s'épanouir et de prospérer. La Belgique s'engage également
à continuer à œuvrer en faveur de la paix et de la sécurité dans la région des Grands Lacs, notamment pendant la présidence européenne et après, afin que les populations de l'Est et de la RDC puissent vivre en paix et en sécurité. Enfin, la Belgique réaffirme son engagement envers l'assistance humanitaire à la population congolaise, confrontée à d'énormes souffrances et à des graves violations des droits humains. L'Est de la RDC compte plus de 5,5 millions de personnes déplacées, dont 2,5 millions rien que dans le Nord Kivu. Période post-électorale en RDC, on en parle. Madame Pascaline Koudoura, qui a saisi la Cour constitutionnelle et reste parmi les requérants de la circonscription électorale de la Lukunga, s'est dit troublée par les 600 voix lui attribuées par la Commission électorale nationale indépendante lors des élections législatives du 20 décembre 2023. Ces cadres de l'UDPS Tshisekedi demandent à la Haute Cour des explications de la Commission électorale nationale indépendante avec preuve à l'appui, sinon que justice soit faite. Guigui Zawadi signe ce reportage. La Cour constitutionnelle a siégé ce vendredi 9 février 2024 en matière de contentieux électoral pour les élections législatives du 20 décembre 2023. Pour cette journée, la Haute Cour a commencé avec la présentation de requêtes et la défense des candidats provisoirement déclarés malheureux par la Commission électorale nationale indépendante CENI dans la circonscription électorale de la Lukunga à Kinshasa. Parmi les requérants de la Lukunga figure Madame Pascaline Koudoura Adio, cadre de l'UDPS Tshisekedi, parti cher à la présidentielle et candidate députée nationale sur la liste du regroupement politique APCF. Troublée par les 600 voix que la centrale électorale lui a attribuées pour toute la circonscription électorale de la Lukunga, qui compte 804 bureaux de vote, Pascaline Koudoura Adio et les collectifs de ses avocats ont déposé une requête à la Cour constitutionnelle en contestation aux résultats des législatives de 2023 publiées par la CENI. J'ai eu beaucoup de voix dans mon Gafola. J'ai été en Galiema, partout. J'ai été à Kitambo, Barumbu, Lingwala, Kinshasa, Gombe. Et donc, toute l'équipe de ma campagne, nous avons travaillé vraiment d'arrache-pied. Nous étions au fourré au moulin. Les images sont là. On était partout pendant une année, 12 mois. Aujourd'hui, la Cour m'attribue 600 voix. Pas correct ni vrai ces chiffres avancés par la centrale électorale, estime Pascaline Koudoura, ainsi que ses électeurs et électrices qui, jour et nuit, ne cessent de l'appeler pour comprendre ce qui s'est réellement passé à la CENI, pour que leur candidate qu'elle appelle affectueusement Maman Sociale ne soit pas proclamée élue. Pourtant, cette dame a battu campagne partout dans toutes les 7 communes que compte Lukunga, à savoir Barumbu, Gombe, Kinshasa, Kitambo, Lingwala, Mongafula et Ngaliema. Pascaline Koudoura avait même commencé sa campagne depuis janvier 2023, soit près de 12 mois avant les élections, d'où vient alors qu'elle ne soit pas proclamée provisoirement élue par la CENI. Et puis désenclavement du quartier d'Anou, nous sommes dans la municipalité de Limete. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Zontiningo Bilambaka, a lancé ce vendredi 9 février les travaux de construction des avenues Colonel Conservateur et Vérancard. Pour les patrons de la ville-province de Kinshasa, il sera également question de la construction des digues de part et d'autre de la rivière Nofili, longue de 2650 mètres, avec les concours de l'entreprise Arampe Sefou Sarla. De plus en détail dans ce reportage. Dans la commune de Limete, précisément au quartier d'Anou, l'autorité urbaine Zontiningo Bilambaka a lancé ses travaux de construction. D'abord,
des avenues Colonel Conservateur et Véranca. À en croire les patrons de la ville, la réalisation de ces travaux qui seront exécutés par l'entreprise Aaron Sefoussarl s'inscrit dans les soucis d'offrir à la population de ce coin de la capitale une voirie urbaine digne. C'est toujours dans cette détermination d'offrir à nos populations quinoises un environnement sain que se justifie notre présence ici à Kingaboua, au quartier d'Anou, dans la commune de Limete. Amen. Il est cette fois question de procéder au lancement d'une série de travaux de grande envergure, notamment la construction des digues de part et d'autre de la rivière Djili, dont la longueur est estimée à 3240 mètres chacune, c'est-à-dire une digue du côté de Limete et une autre digue du côté de Massina, ainsi que des collecteurs pour canaliser les eaux de ruissellement vers la rivière. D'une façon concomitante, nous lançons aussi la construction, comme je l'ai dit tout à l'heure, des avenues Colonel Conservateur et Véranca pour longer le deux digues. Content de la présence physique du gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka au quartier Ndanou, les habitants du dit quartier exhortent le gouverneur de peser de tout son poids pour que ces travaux arrivent au bout, pour désenclaver Ndanou, un quartier qui souffre également des problèmes de canalisation d'eau. sepela bien ndenge gouverneur aye na mabele na biso ya quartier Ndanou po abongisela biso ta bamai ndenge etondi moya ya koleka kutu eza te to kobatama awa soki tosilisi mai ekiti apo tosala nini koleki. Signalons que ces travaux sont financés sur fonds propres de la ville-province de Kinshasa, dont les recettes collectées par la Direction générale des recettes de Kinshasa à travers différents impôts provinciaux et locaux, taxes, redevances et autres droits dus à la ville de Kinshasa. À travers un communiqué, la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, rappelle les contribuables personnes physiques et morales assujetties à la retenue sur loyer de s'acquitter de leurs obligations fiscales du mois de janvier 2024 au plus tard le lundi 12 février. Suivez les détails du communiqué avec justement Jean-Jacques Mouladic. Communiqué officiel numéro 01-DGRK-DGE-002-LSN-2024. La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle les contribuables, personnes physiques et morales assujetties à la retenue sur loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales du mois de janvier 2024 est fixée au plus tard lundi 12 février 2024. Dépassé ces délais, les retardataires s'exposeront au paiement des amendes conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Notez bien, celui qui paye mal paye deux fois. Communiqué signé Moussaka Maëlenkai Miché, directeur général. La Cour constitutionnelle a siégé ce vendredi 9 février 2024 en matière de contentieux électoral pour les élections législatives du 20 décembre 2023. Pour cette journée, la Haute Cour a commencé avec la présentation de requêtes et la défense des candidats provisoirement déclarés malheureux par la Commission électorale nationale indépendante CENI dans la circonscription électorale de la Lukunga à Kinshasa. Parmi les requérants de la Lukunga figure Madame Pascaline Koudoura Adio, cadre de l'UDPS Tshisekedi, parti cher à la présidentielle
est candidate députée nationale sur la liste du regroupement politique APCF. Troublée par les 600 voix que la centrale électorale lui a attribuées pour toute la circonscription électorale de la Lukunga, qui compte 804 bureaux de vote, Pascaline Koudoura Adio et les collectifs de ses avocats ont déposé une requête à la Cour constitutionnelle en contestation aux résultats des législatives de 2023 publiées par la CENI. J'ai eu beaucoup de voix dans mon Gafola. J'ai été en Galiema, partout. J'ai été à Kitambo, Barumbu, Lingwala, Kinshasa, Gombe. Et donc, toute l'équipe de ma campagne, nous avons travaillé vraiment d'arrache-pied. Nous étions au four et au moulin. Les images sont là. On était partout pendant une année, 12 mois. Aujourd'hui, la Cour m'attribue 600 voix. Pas correct ni vrai ces chiffres avancés par la centrale électorale, estime Pascaline Koudoura, ainsi que ses électeurs et électrices qui, jour et nuit, ne cessent de l'appeler pour comprendre ce qui s'est réellement passé à la CENI, pour que leur candidate qu'elle appelle affectueusement Maman Sociale, ne soit pas proclamée élue. Pourtant, cette dame a battu campagne partout dans toutes les 7 communes que compte Lukunga, à savoir Barumbu, Gombe, Kinshasa, Kitambo, Lingwala, Mongafula et Ngaliema. Pascaline Koudoura avait même commencé sa campagne depuis janvier 2023, soit près de 12 mois avant les élections, d'où vient alors qu'elle ne soit pas proclamée provisoirement élue par la CENI. J'ai quand même estimé qu'il était quand même vraiment obligatoire de venir auprès de la Cour pour demander ces recomptages, demander aussi qu'on me démontre, que la CENI démontre comment il a fait pour m'accorder les 600 voix, parce que j'ai les résultats que la CENI m'a accordé ici, 600 voix. 600 voix, alors que moi j'ai un document de quelques bureaux, seulement plus ou moins 4000 voix. En sa qualité de député national honoraire en 2006 et 2011, issu des recomptages, Pascaline Koudoura s'est considérée aujourd'hui comme un cas de jurisprudence. Voilà pourquoi, par respect, ses électeurs et électrices qui s'étaient mobilisés ces jours-là sous la pluie et dans des conditions difficiles jusqu'à tard dans la nuit pour la voter, Pascaline Koudoura ne demande rien d'autre à la haute cour que le recomptage de voix. Et donc, le quelques PV de 2 communes m'a plus ou moins donné une indication de plus ou moins 4000 voix. Et à ma grande surprise, la CENI m'accorde 600. Voilà pourquoi je suis venue, j'ai fait cette requête pour demander à la Cour de permettre juste le recomptage, par respect surtout à mes électeurs qui ne cessent pas de m'appeler, m'appellent jour et nuit pour comprendre, ils ne comprennent rien. Pascaline Koudoura Adio n'est pas venue sans preuve à la Cour constitutionnelle. Son directeur de campagne, conscient du fait qu'à la Cour, ce sont les preuves matérielles qui importent le plus, a battu un travail de titan au point de recueillir les résultats bureau de vote par bureau de vote et centre de vote par centre de vote. Aujourd'hui, tous les éléments d'indication dont les captures des PV révèlent que Pascaline Koudoura a récolté plus ou moins 4000 voix dans quelques bureaux seulement de Mongafula et Ngaliema, sans compter ceux de 5 autres communes. D'où, outre la permission de recomptage des voix que Pascaline Koudoura demande à la haute cour, que la CENI puisse, preuve à l'appui, démontrer comment a fait pour lui accorder les 600 voix. Je suis une Congolaise, des pères et des mères. Je crois que c'est un droit de comprendre comment on est arrivé à ce chiffre de 600 voix, alors que moi, j'ai seulement le tiers, avec le quelque de 2 communes, c'est plus ou moins 4000 voix. Et les documents sont là, c'est la requête
les documents que j'ai déposés à la Cour constitutionnelle pour que la Cour juste nous autorise à faire les recomptages pour que, quand même, vérité, qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé. Si le PV de quelques bureaux de vote des 2 communes seulement lui donne une indication de plus ou moins 4000 voix, sans compter les 5 autres municipalités, sur base de quel soubassement la CENI lui a-t-elle accordé 600 voix? Comment se fait-il que Pascaline Koudoura, en 2018, avait obtenu 75 500 voix, puisse voir en 2023 ses voix chuter jusqu'à 600 voix? Les électeurs et électrices de Maman Pascaline Koudoura ont droit à une explication sur ce qui est advenu à leur maman sociale pour être apaisée. Il ne serait édifié et fixé que si jamais la haute cour permettait le recomptage de voix, et ce sera justice. Et par ici, mettons un terme à cette grande édition du journal réalisée par l'ensemble de la rédaction sous la réalisation de Jean-Jacques Mouladika. Madame et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Sinon, bon week-end à tous et à toutes dans la paix du Seigneur. Au revoir.